Bon, derrière ce titre volontairement racoleur, vous vous doutez bien que je suis pas là pour dire que la démocratie c'est mal. Je le rappelle donc, je suis pour la démocratie directe, je suis pour une assemblée nationale à stricte parité sociale qui élabore les lois, des assemblées citoyennes tirées au sort qui les votent, le tout décliné à l'échelle de toutes les collectivités territoriales dont les pouvoirs seraient élargis. Je suis également pour un pluralisme médiatique entièrement revisité qui donnerait une parole égale et non faussée à toutes les opinions, à la fois de la part des personnalités politiques et de tous les autres types d'intervenants. Et enfin, je suis pour une démocratie au travail où toutes les entreprises seraient alignées sur le régime coopératif, où les investisseurs ne seraient plus actionnaires mais sociétaires, et où il ne serait en gros plus possible pour une seule personne de contrôler la destinée d'une entreprise par la seule force de son argent. Ce régime est totalement compatible avec les institutions républicaines, ne remet pas en question le modèle économique français, et pourrait être mis en place demain à l'Assemblée nationale avec une simple majorité absolue, sans même avoir besoin de changer la Constitution, même si ce serait obligatoire pour le pérenniser. Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça? Eh bien parce que j'ai écouté beaucoup de discours politiques ces derniers mois, notamment sur la guerre en Iran. Je me souviens notamment de l'interview géopolitique de Jean-Luc Mélenchon par la journaliste Amélie Carouer sur LCI. Quand la journaliste lui a demandé quel était, selon lui, le pays le plus dangereux du Proche-Orient, il a répondu qu'il s'agissait d'Israël, avant de préciser assez rapidement qu'il parlait là du gouvernement de Benyamin Netanyahou, et pas d'Israël en tant que pays ou en tant que peuple. Ce à quoi la journaliste lui a répondu que malgré tous les reproches qu'on pouvait lui faire, Israël était une démocratie. Alors dans cette analyse politique, on va expliquer pourquoi le terme démocratie est assez mal utilisé pour la plupart des pays qui s'en revendiquent, essayer de proposer un terme qui peut correspondre mieux tout en étant déjà pas mal utilisé, et expliquer pourquoi c'est pas parce qu'un pays se considère comme démocratique que ça en fait forcément un allié. Déjà, commençons par préciser quel est le problème avec la façon dont le terme démocratie est utilisé aujourd'hui. Au sens strict et utopique du terme, une démocratie, c'est un régime dans lequel le peuple exerce le pouvoir, à savoir que la volonté du peuple est respectée dans son entier. Ça implique à la fois que les décisions qui sont prises par les pouvoirs publics sont conformes à la volonté d'une majorité la plus large possible de la population, et à la fois que les droits des minorités sont respectés. Ça implique aussi un respect des droits fondamentaux, liberté d'expression, d'opinion, d'association, de déplacement, mais aussi le droit à une vie digne. Tout ce qu'on considère comme des droits humains essentiels doivent être garantis et respectés. La démocratie, dans l'absolu, c'est un régime utopique, un monde idéal. Et on peut construire des régimes politiques dont le but est de se rapprocher le plus possible de cet idéal. C'est ça que les théoriciens de la démocratie libérale avaient en tête quand le terme a commencé à émerger à la fin du 19e siècle pour désigner un type de régime dans lequel le peuple élit des représentants qui s'organisent au sein d'une assemblée qui est souveraine pour prendre des décisions et contrôler l'action du gouvernement. Évidemment, rapporté à l'époque, ces régimes étaient une avancée majeure en termes de démocratie par rapport aux monarchies absolues. Mais si on regarde par rapport à notre définition, et aussi avec l'œil d'aujourd'hui, on se rend compte que ces régimes étaient somme toute assez peu démocratiques. Sous la Troisième République, par exemple, seule une petite minorité de la population pouvait exercer un droit de vote. Les hommes de plus de 21 ans possédant la citoyenneté française. Si vous rapportez ça à l'ensemble de la population administrée par le gouvernement et le parlement de la Troisième République dans les années 30 par exemple, c'est-à-dire 150 millions de personnes, c'est 7%. 7% de la population élisait une fois tous les 4 ans un parlement pour les 93% restants. Bon, le chiffre il est biaisé parce qu'il inclut les enfants, mais même si on restreint ça aux personnes de plus de 21 ans, dont j'ai pas réussi à retrouver la proportion exacte, si on extrapole par rapport à aujourd'hui et qu'on estime que c'était à peu près 2/3 de la population, et je précise que c'était plausiblement plus bas que ça, bref, même comme ça, on aurait seulement 12 petits pourcents de la population majeure qui était apte à voter au nom des 88% restants. C'est ça qu'on appelait la démocratie. Et on a continué jusqu'à aujourd'hui à parler d'un régime démocratique. Notre régime actuel a beaucoup évolué et il s'est incontestablement démocratisé. Mais est-ce qu'il s'est démocratisé au point que l'on puisse le qualifier de démocratie ? Alors c'est difficile de placer le curseur, mais de mon point de vue, c'est évident que non. Non, parce qu'on vit dans un régime politique dans lequel une très grande partie des décisions peuvent être prises malgré l'opposition d'une majorité de la population. La majorité de la population était opposée au traité constitutionnel européen,
Aujourd'hui, la majorité des dispositions dudit traité sont entrées en vigueur. La majorité de la population était opposée au décalage de 2 ans de l'âge de départ à la retraite à 64 ans. Malgré tout, la loi a bien été promulguée et aujourd'hui elle est suspendue à 63 ans. Les droits fondamentaux, on peut difficilement dire qu'ils sont respectés quand aujourd'hui des centaines de milliers de personnes dans notre pays vivent dans la pauvreté. On peut difficilement dire qu'ils sont pleinement respectés quand de plus en plus de gens ont peur de se rendre en manifestation à cause du risque de violences policières, ce qui porte atteinte au droit de réunion. Bref, chacun pourra apporter ses exemples et c'est pour ces raisons que quand on me demande de qualifier le type de régime dans lequel on vit aujourd'hui, j'essaye d'éviter de parler de démocratie ou de démocratie indirecte ou même de démocratie libérale, mais plutôt de régime parlementaire. Parce qu'on est dans un régime où les pouvoirs publics sont responsables devant le Parlement. Et pour ce qui est du cas précis de la France, j'irai même plus loin en la qualifiant de régime semi-parlementaire. Parce que selon les équilibres du Parlement, les pouvoirs sont concentrés tantôt vers le Parlement, tantôt vers le président de la République. Mais bon, dans l'idée, ça reste, tout comme les régimes états-uniens ou taïwanais, un régime parlementaire, parce que c'est bien de l'équilibre du Parlement que dépend la capacité du président de la République à contrôler la prise de décision. Et il y a des éléments démocratiques. La quasi-totalité de la population de plus de 18 ans qui est administrée par le gouvernement de la République française est associée à l'exercice du pouvoir par le vote. Mais elle ne l'exerce pas, et ce pouvoir peut s'exercer contre elle. Nous ne vivons pas, au sens strict, dans une démocratie. Parce qu'il n'existe aucun moyen pour la population de contrôler qu'un parti politique qui a été élu sur un programme applique bien ce programme une fois élu. François Hollande, par exemple, n'avait pas été élu pour faire les lois travail ou la loi Touraine. Elle n'était pas dans ses promesses de campagne, et pourtant ça fait partie des lois les plus connues et identifiées de son mandat. Ce n'était pas démocratique. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait plus grand monde n'est capable de nous dire précisément ce que signifie être en démocratie. Pour les responsables politiques, la plupart du temps, la démocratie, c'est un genre de collection un peu floue de droits fondamentaux qui sont plus ou moins garantis, dont le droit de vote. Et comme tout le monde peut mettre un peu ce qu'il veut dedans, c'est très facile pour des partis autoritaires de se revendiquer démocrates, comme le Rassemblement National ou les Républicains. Et on peut encore plus facilement dégoûter les gens de la démocratie. Bah oui, parce que comme la démocratie, c'est le meilleur type de régime politique possible pour le peuple, et qu'on nous dit tout le temps qu'on est en démocratie, c'est très facile de se dire que la démocratie, c'est de la merde. Alors que si on te dit que la 5ème République est un régime parlementaire et que ça se rapproche plus de l'oligarchie élective que de la démocratie, ça change pas mal de trucs. Et c'est là que je reviens aux propos d'Amélie Carouer sur LCI, pour qui Israël ne peut pas être plus dangereux que l'Iran parce qu'Israël est une démocratie alors que l'Iran est une dictature. Alors, une personne qui a la citoyenneté israélienne est probablement plus libre en Israël qu'une personne ayant la citoyenneté iranienne en Iran. Les citoyens arabes israéliens ont probablement plus de liberté en Israël que la minorité chrétienne en Iran, même si dans les deux cas, ils ont moins de droits que la majorité. Par contre, si on considère la dangerosité de l'État pour les pays voisins, outre le fait que ces dernières années, c'est Israël qui a envahi d'autres pays et massacré les populations civiles en piétinant le droit international, Israël a la bombe nucléaire, l'Iran ne l'a pas. Ce qui ne veut pas dire que l'Iran n'est pas dangereux. Le gouvernement iranien persécute sa population, ainsi que les minorités dans son pays, arme des milices dans d'autres pays qui participent d'une déstabilisation de la région, mais s'il fallait définir lequel des deux est le plus dangereux, aujourd'hui, c'est Israël. Bon, là, vous allez peut-être me dire, ok, mais quel rapport avec le fait qu'Israël est une démocratie ou pas? Et précisément qu'Israël n'est pas une démocratie. C'est un régime parlementaire, et encore, ces derniers temps, on se dirige de plus en plus vers un régime illibéral, où les droits fondamentaux sont de moins en moins garantis. Et considérer qu'Israël est dans le camp du bien parce que ce serait une démocratie, ça porte un nom, ça s'appelle le campisme. Considérer que le monde est réparti en deux camps, le camp des démocraties d'un côté et le camp des dictatures de l'autre, et que, de fait, tout pays se situant dans le camp démocrate est, par nature, vertueux. Et pour moi, un moyen efficace de désamorcer cette rhétorique, au-delà de dire qu'Israël est aujourd'hui gouverné par des suprémacistes religieux, comme l'Iran d'ailleurs, même si ceux d'Israël ne sont pas encore allés aussi loin dans leur propre pays, c'est de dire qu'il n'y a pas de camp des démocraties, parce qu'Israël n'est pas une démocratie, mais aussi parce qu'aucun pays du monde aujourd'hui n'est une démocratie. Alors, tous pourris du coup, il faudrait rien faire et ne surtout pas critiquer les dictatures parce que de toute façon tout le monde il est pourri? Évidemment non. Nos régimes ne sont pas des démocraties, mais ils possèdent bien des éléments de démocratie, on pourrait dire des déjà là démocratiques. Et tout comme on a su entre le 19e et le 20e siècle passer de monarchie absolue
absolue à des régimes parlementaires, en imposant par la lutte l'introduction progressive de déjà-là démocratique, on peut atteindre la démocratie au XXIe siècle, déjà en introduisant de nouveaux déjà-là démocratiques, comme le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi en développant et proposant de nouveaux modèles de démocratie dite directe pour prouver que ça peut fonctionner à l'échelle d'un pays entier. Et peut-être bien qu'en continuant à insister, on arrivera finalement à créer une internationale démocrate, une vraie, qui ne sera peut-être pas le camp du bien, mais sera déjà plus encline à respecter les droits fondamentaux. À la prochaine!